et bien au top croisement du bleu, ils vont traverser la Constitution. Oh, quelle est belle cette chérie, vous pouvez l'applaudir, c'est magnifique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la patrouille de France 2013 vous salue. Et donc, les accès des pilotes, et on va faire une unité française au sein des troupes d'aviation soviétiques. Les Français partent en Russie. Les Russes au début ont même été jusqu'à politique. Alors les Soviétiques disent, nous, on a des yaks. Alors personne en France ne fait quand ce groupe de volontaires français débarque après un voyage absolument rocambolesque, parce qu'aller de Londres jusqu'à Moscou pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas simple. Ils sont passés par l'Afrique centrale, ils sont remontés, ils sont passés par l'Iran, ils ont fini par arriver donc méthode de travail. Et là finalement assez rapidement, finalement, retrouvent leur marque, parce qu'après tout, il s'agit d'avions de chasse. Ils savent faire pour la plupart d'entre eux, et le résultat, c'est que le groupe Normandie, assez rapidement, commence à prendre ses marques et commence à travailler. Le Yak 11 de Blanc, cette vue. Donc les pilotes français prennent leur marque, commencent à voler, et très rapidement, on se rend compte qu'il y a des véritables trésors dans le casting du Normandie. Des pilotes comme Marcel Albert, comme Joseph Risseau, comme Delapointe, comme Debranche, enfin bon. On y trouve aussi un certain nombre de jeunes gens qui ont véritablement des idées de gauche, dont même par exemple Costia Pelzer, qui a été métallo chez Renault et qui a eu sa carte de membre du Parti communiste, sans problème. Mais bizarrement, tout ça se marie très très bien. On va trouver Jaco de Saint-Phal, Frangin, le propre frère de Niki de Saint-Phal, qui va être au Normandie et qui va se prendre comme une chemise avec son camarade Pelzer. C'est vraiment pas un problème. Toujours est-il que, donc, avec le temps, ce groupe de chasse, malgré le fait qu'ils sont dans un environnement très exotique, pour dire le minimum, pour eux, puisque en hiver, c'est quand même la Russie avec des épaisseurs de neige phénoménales, qui ont émaillé le passage du fleuve Niémen. Staline impose un diktat et dit désormais le nom de cette unité sera changé en Normandie-Yémen. Donc c'est une reconnaissance implicite de la part du plus haut niveau politique russe, soviétique, que les pilotes français ont superbement rempli leur boulot. Il y a les statistiques. En gros, autour d'une quarantaine de disparus de pilotes tués en combat, Normandie-Yémen aura abattu pas loin de 300, latéralement 270, je crois. Donc ça en fait le groupe de chasse français le plus ouvert le doigt en statistique de toute l'histoire de l'aviation française. Et donc lorsqu'ils vont rentrer en France après la victoire, après la fin de la guerre, ils vont même rentrer en France après que Staline ait dit à chacun des pilotes du Normandie, désormais vous êtes propriétaire de votre avion, c'est-à-dire que c'est la seule fois où une escadrille française rentre sur une base française
et où chaque pilote a le droit de dire « Excusez-moi, c'est mon avion à moi, c'est ma propriété personnelle ». Il est bien certain que lorsqu'ils sont, alors ils arrivent au Bourget, la première chose qu'ils font au Bourget, c'est qu'ils font un véritable meeting aérien, ils défilent quasiment dans les rues du Bourget. Leurs avions qui ressemblent furieusement à celui-là, avec ces petites ailes minuscules qui ressemblent à des nageoires, qui en font des excellentes machines pour travailler à basse altitude. Des avions pas du tout faits pour travailler à haute altitude, mais ça n'a aucune importance puisque la guerre aérienne sur le front de l'Est est une guerre aérienne qui s'est déroulée au ras du sol. Et donc les avions russes, les Yak en particulier, étaient des avions optimisés pour travailler. Franchement, simplement parce qu'il n'y a pas de prise, ils sont pareils. Normandie-Yémen. Les avions connus pour être le patron de l'équipe de voltige nationale allemande s'appelait Walter Wolfram, qu'on attend venant de France avec son petit avion de tourisme, qu'on attend Jacques de Saint-Phal. Et Walter Wolfram dit ce soir, si ça vous fait rien, j'aimerais bien avoir Monsieur de Saint-Phal en face de moi. Et le soir à dîner, on était une quarantaine de pilotes assis à table. Et en face de Walter Wolfram, il y avait une chaise vide. Arrive Jacques de Saint-Phal qui est arrivé de l'aérodrome. Bonjour, et Jacques de Saint-Phal, d'un seul coup, retombé dans ses pires cauchemars, si on peut dire. Et il était quand même un peu estomaqué. Et l'autre qui dit, mais monsieur de Saint-Phal, c'est un vrai bonheur de vous avoir enfin en face de moi. Dis-nous. Et que pendant toute la suite du rallye, il y a deux avions extraordinaires, aile dans aile, pendant tout le reste du rallye. Il y avait Walter Wolfram, c'est phénoménal, dans l'armée de l'air en particulier, comme Monsieur André, qui avait été médaillé olympique avant-guerre. C'était un coureur de demi-fond et qui a fini général dans l'armée de l'air, comme Joseph Risseau, des gens comme ça. Normandie-Yémen, dont voici le Karaya 4 qui pourra vous amener tout à l'heure. Moi je ne sais pas très bien où on trouve ces places. Je pense que c'est au fond là-bas à droite où on doit pouvoir récupérer des cartes d'embarquement qui vous permettront d'aller faire un tour J52 et imaginer en 1937-38 et vous partez pour un voyage au long cours dans des petits avions super. Avion extrêmement confortable et un vol qui est surprenant. Il était une fois à la NASA des navettes spatiales que l'on transportait par exemple. Là c'était commode puisque le rôle mais si exposé à l'ouest, et c'était toujours le cas au début, exposé dans le nord de Los Angeles.
Okay, Houston, we got a problem. Donc on n'arrive pas sur ce. C'est ça. Et Boeing en a autant. Donc sachez que dans ces métiers-là, il y a du travail, il y a de quoi faire et que si vous connaissez des jeunes gens qui se cherchent un avenir, ben, l'aviation c'est pas idiot. Même pilote. Et moi personnellement ça me fait quelque chose, j'ai un copain qui avec ce petit bimoteur minéré, le Mig 18 c'est celui qui est grand, celui qui est pas en version. Et il y en a eu dans le monde entier, et y compris par exemple en Europe, un avion qui faisait quand les C3 étaient trop loin, on sortait le Mig 18 et puis on transportait du bon entre Djibouti et à l'intérieur de la côte française, des Somalies, comme ça s'appelle. Mais ce qui est en train de voler pour nous, c'est pas le Mig 18, c'est un truc qui s'appelle le Brandfauve. L'OB-10 Brandfauve, c'est un avion qui a été spécialement dessiné dans les années 60. Comme le Vietnam, et un avion au début on appelait ça en anglais dans les acronymes qu'adoraient les Américains à l'époque, et toujours d'ailleurs, ils appelaient ça un coin, C-O-I-N, et ça voulait dire counter-insurgency. C'était un avion anti-guérilla, c'était un avion qu'il fallait faire extrêmement manœuvrant, relativement motorisé. Les deux turbopropulseurs qui l'équipent, c'est des Garrett, c'est le moteur qui change. C'est un avion relativement petit, relativement léger, mais c'est un avion avec des qualités de manœuvrabilité absolument terrifiantes. C'est un avion où on se rend malade tout seul assez facilement. C'est un avion extrêmement vif au commande. C'est pas très gracieux, mais c'est une machine c'est un camion à bombe, c'est un avion d'observation, c'est un avion de reconnaissance, c'est un avion d'attaque au sol, c'est un avion qui est fait pour se poser, c'est une Jeep qui vole, c'est un truc qui est fait pour se poser sur des pistes non préparées de 400-500 mètres de long au maximum. Et donc cet avion a gagné ce concours entre plusieurs constructeurs américains. Regardez la maniabilité, si on peut dire, de l'avion, ces qualités de vol qui font que il tourne dans une pièce de sens sur place. On peut le secouer, il est quasi incassable, on peut le secouer autant qu'on veut. Il a des commandes de vol exagérément puissantes et on peut donc enchaîner des trajectoires très torturées avec le bénisme. L'avion a donc gagné sous le ministère de la Défense américain. C'était donc dans les années 60 et il a été construit pour le compte des forces américaines qui étaient engagées en particulier au Vietnam. Celui-là a donc été récupéré par une association de collectionneurs extrêmement active qui est basée à Montélimar, là où on fait du Bugac. Et il fait partie de la commission d'avions à bord de cette association. Il a été remis en état, il n'était pas très usé, il faut dire, et finalement c'est un avion relativement moderne. C'est des avions qui ont été engagés au Vietnam, ensuite ils ont été engagés, celui-là vient d'être repeint aux couleurs que portaient quelques-uns de ces avions pendant la première guerre du Golfe, dans l'opération Tempête du désert, Desert Storm. Et ils étaient utilisés dans des accidents pour l'Irak, comme avions grâce à l'inversion de pas des hélices, lui permet d'être pratiquement jeté par terre et d'effacer les creux, les bosses. C'est vraiment un avion tout-terrain au vrai sens du terme. On voit aussi quand il roule que le cockpit est largement débordant, la bulle vitrée
Déjà, on voit l'intégralité du pilote. Le pilote, il est pratiquement assis dans la bulle. Il a une visibilité extraordinaire. C'est presque vertigineux quand on est dedans. Et on voit que les flancs de la bulle débordent sur les flancs de fuselage et permettent